Voilà, bonjour mesdames, messieurs. J'ai le plaisir donc d'introduire le conférencier du jour, monsieur Olivier Meuvely, qui va nous parler d'un sujet ô combien d'actualité, le pouvoir politique entre passion et fascination. Pour ceux qui suivent un peu la vie politique dans le canton de Vaud et en Suisse, monsieur Olivier Meuvely n'est pas un inconnu, tant ses interventions très fréquentes au niveau des masses médias et des publications, bien sûr, mais sont remarquées. Et surtout en tant qu'historien de la vie politique. Comme il est adhérent au Parti libéral radical, il est très soucieux d'éclairer d'un point de vue historique et aussi politique des notions si importantes comme celles de liberté, d'État, de droite, de gauche, comme encore un dernier billet dans Le Temps, et donc de pouvoir. Parmi ces publications, nombreuses publications, j'en retiens deux au titre, me semble-t-il, assez évocateur, Les partis politiques, acteurs de l'histoire suisse, et De l'État radical à l'émiettement du pouvoir. Qu'est-ce donc le pouvoir dans le cadre politique? Que représente-t-il autant pour ceux qui l'exercent que pour ceux qui le réclament ou le dénoncent? Sujet, vous imaginez, combien délicat, mais aussi difficile, car il se trouve au carrefour de nombreux domaines d'analyse, politique, sociale, historique et aussi psychologique. Monsieur Olivier Meuvely n'a pas hésité à relever le défi. Connaissance 3 le remercie beaucoup. Cher Monsieur Meuvely, nous nous réjouissons de vous écouter. Merci, cher monsieur. Merci à Connaissance 3 pour son invitation. Un sujet en effet assez redoutable, assez passionnant, assez fascinant, mais aussi assez angoissant. Et j'y reviendrai sous différents angles à la fin de mon intervention. Voici quelques années, j'ai eu la chance de piloter un documentaire diffusé sur la RTS et consacré à Jean-Pascal de la Murat. Et dans ce documentaire, que vous avez peut-être vu en son temps, à un moment donné, de la Murat, qui est interrogé sur son rapport au pouvoir, s'offusque presque. Oui, j'aime le pouvoir, mais pas pour le pouvoir en lui-même, mais par ce qu'il permet de faire. Cette sentence, évidemment, cette apostrophe, est assez courante. Personne n'osera jamais dire qu'il aime le pouvoir pour lui-même. Chacun le revendiquera certes, mais comme instrument d'une action, en général politique, mais en se souvenant que le pouvoir n'est pas que politique, il est partout, et de plus en plus peut-être partout, je reviendrai à la fin, parce que tout est politique à certains égards. Mais cette phrase de la Murat est intéressante à deux titres en tous les cas, dans la mesure où il met en avant les deux composantes centrales de l'état du pouvoir, cette notion de nécessité de pouvoir, même si cette question a été débattue et j'y reviendrai également, et quelque part cette notion de peur. Peur de ceux qui détiennent le pouvoir face à l'image que cela pourrait dégager, et peur aussi de ceux qui doivent subir le pouvoir, ceux qui doivent, entre guillemets, obéir à ceux qui exercent le pouvoir. C'est donc des questions centrales, et en effet, ces questions, comme le rappelait M. Duru, parcourent de nombreux champs d'analyse possibles. Moi-même, je me limiterai au secteur politique, mais continuellement, même si ce n'est entre guillemets que politique, c'est sous le regard des nombreuses approches autres possibles, la psychologie bien sûr, mais l'économie, le droit, et à bien des égards la littérature et l'art. Je pense même que pour essayer de comprendre au mieux, de disséquer au mieux les ressorts du pouvoir, au-delà des pures structures institutionnelles, c'est sans aucun doute l'art qui permet de parcourir ce chemin, d'entrer dans les détails, aller au-delà de ce que les définitions peuvent offrir. Shakespeare, à ce titre-là, est sans doute un des meilleurs analystes possibles de ce qu'est le pouvoir politique, de ce que ressent, ce que veut, ce que voudrait un individu confronté à son insu, volontairement ou
par les circonstances, à la notion de pouvoir. Et aujourd'hui, dans une certaine mesure, ce rôle d'analyste du pouvoir conféré aux artistes, aux littérateurs, aux écrivains, est repris par les séries télévisées. J'en citerai l'une ou l'autre en fin de mon exposé, qui aujourd'hui, beaucoup de ces séries, affrontent la question politique et peuvent fouiller ces questions de pouvoir de façon assez fascinante. Alors, comment peut-on définir ce pouvoir? Ok, on se limite, entre guillemets, aux politiques, mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que le passage par d'autres langues que le français pourrait nous aider à éclairer cette notion? En fait, cette notion reste complexe par quelques bouts linguistiques qu'on aborde. L'anglais concentre tout sur le mot power, puissance aussi, c'est une notion très élastique, très vague, qui ne dit pas grand-chose. L'allemand est plus précis à certains égards, mais aussi plus, je dirais, plus douteux, plus délicat, plus complexe dans les différentes formes que prend le mot pouvoir. Die Macht nous renvoie directement, en effet, à cette possibilité de faire, cette volonté d'agir, d'action. En face, il y a le mot Gewalt, qui veut dire un tas de choses, la puissance, la violence. Et cette notion de violence aussi est inhérente, à certains égards, à la notion de pouvoir. On voit dans l'expression de Gewaltenteilung la séparation des pouvoirs. Le mot Gewalt est pris au sens premier du pouvoir politique, tel qu'il faut l'aborder. Dès lors, l'allemand n'aide pas vraiment à distinguer ce qui constitue le code génétique de ce pouvoir, surtout qu'au niveau des verbes, ça ne s'arrange pas avec le können et le dürfen. Le français, hélas peut-être, continue alors à hétérogénéiser, si vous me passez l'expression, cette notion de pouvoir, dans laquelle se condensent de nombreuses notions. Pouvoir, c'est évidemment la possibilité de faire, le droit de faire, la capacité de faire, l'autorisation de faire, le droit de faire, etc., etc. La permission. Donc, si on se contente uniquement des différentes données lexicologiques à notre disposition, on n'est pas très avancé sur ce qu'est le pouvoir en politique et quelles en sont les conséquences. Alors, il faut revenir peut-être aux fondamentaux et se souvenir que en politique, le lieu du pouvoir est par excellence l'État. Alors, je ne vais pas faire une histoire de la notion d'État, ça nous entraînerait évidemment beaucoup trop loin, mais concentrons-nous sur ce qu'a comme suggéré Max Weber avec sa définition canonique et qui, malgré tout, reste à bien des égards très féconde. L'État qu'il qualifiait comme le monopole de la violence légitime, le pouvoir de l'État étant caractérisé par ce monopole de la violence légitime. Et dans ces termes de la définition, on retrouve toutes les composantes de ce pouvoir qu'il faut avoir à l'esprit. Par l'unité d'action, c'est celui qui peut agir, qui peut entreprendre quelque chose, celui qui détient l'autorité. Alors on ne rentrera pas dans les détails chers aux philosophes entre l'auctoritas et la potestas, mais c'est bien cette unité d'action qui entraîne, par la force peut-être, qui entraîne une relation d'autorité, mais une autorité qui devra être acceptée par un lien de confiance, un lien de consentement qui devra être construit. Mais inévitablement, même s'il y a acceptation, confiance, consentement, il y a inévitablement un rapport de domination qui s'installe entre ceux titulaires du pouvoir et ceux qui doivent y obéir, ou du moins le suivre, un rapport de subordination à l'égard de la population pour l'État, avec une idée, en effet, d'autorité, mais un pouvoir autorisé. Et cette notion de verticalité est essentielle dans cette définition historique du pouvoir incarné par l'État. Max Weber distinguait dès lors trois formes d'expression de ce pouvoir. La forme traditionnelle, par le biais de la personne investie du pouvoir, de par son nom, de par la lignée dynastique, de par les compétences qui lui sont attribuées, par voie chamanique peut-être, enfin religieuse, par voie des rituels du pouvoir bien connus dans telle ou telle période de l'histoire.
La deuxième forme d'expression, c'est la version charismatique, la sorte de pouvoir naturel, une personne qui s'impose par certaines compétences, par sa nature, par certaines données historiques aussi, par des données contingentes. Le charisme, on peut en discuter après, mais c'est une notion extrêmement large et vaste. Et puis la troisième version, c'est l'expression légale rationnelle, qui en gros recouvre la forme d'autorité et de pouvoir qu'a reçu, dont a été investi l'État dit de droit au cours du XIXe siècle, évidemment avec sa forme moderne démocratique, mais en se souvenant aussi que l'État de droit en lui-même n'est pas forcément démocratique. L'exemple de l'État bismarckien, l'Empire allemand à la fin du XIXe siècle, est un État de droit. Il n'est pas un État démocratique, même s'il y a quelques formes d'expression démocratique, mais très, je dirais, lacunaires et marginales, mais c'est un État de droit dont la séparation des pouvoirs fonctionne. Donc il faut être prudent dans les définitions abruptes, mais il n'empêche qu'on a un plat dans cette version légale rationnelle qui est le soubassement au type d'action étatique et du pouvoir que l'on connaît aujourd'hui. Il faut aussi avoir à l'esprit, et là ça devient assez intéressant, qu'il peut y avoir des mixages, des mixités. Et même en démocratie, certaines formes de ces expressions du pouvoir peuvent se recouvrir. Ainsi, il est connu qu'en démocratie, telle ou telle personne, fils ou fille d'une personne qui a une grande carrière politique, pourra peut-être détenir un certain avantage, comme s'il y avait dans l'esprit des gens, sinon, je dirais, un lien de fidélité à une dynastie, du moins une sorte de respect à un passé dont est titulaire cette personne, qui pourrait peut-être orienter dite personne vers un meilleur engagement pour l'action publique. Et de même, la notion de charisme elle-même est complexe, y compris en démocratie. J'avais une fois un petit débat avec une personne qui avait été éjectée de la municipalité de Lausanne, c'était il y a fort longtemps, et qui s'étonnait et qui se désespérait de son score électoral, et qui se lamentait aussi, qui disait « mais c'est incroyable », et dans la presse notamment se répondait « j'ai fait du bon travail, tout le monde le reconnaît, et pourtant me voilà éjecté ». Alors, il y a les rapports de force, bien sûr, qui entrent en jeu, mais aussi cette notion que la qualité du travail technique, c'est une chose, mais qui n'a rien à voir avec le charisme en politique. Et pour moi, l'exemple un des plus paradigmatiques, c'est Daniel Brella, qui en soi n'a rien de franchement charismatique, mais qui a imposé une forme de charisme politique à travers son action personnelle. Durant des années, il était seul à Lausanne à porter des pancartes, en l'occurrence c'était non au nucléaire, et il s'est fait une réputation, un nom, à travers une action purement de terrain, indépendamment de ses talents personnels ou de sa stature c'est pas un acteur de cinéma pour être franc, mais au-delà de ça, il a construit cette notion de charisme à travers d'autres créneaux qu'un pouvoir, je dirais, presque physique ou naturel entre l'électeur et la personne. Donc, on a beau avoir un système légalo-rationnel dans les termes weberiens, il n'empêche que toutes ces façons d'exprimer le pouvoir se retrouvent également en démocratie. Évidemment, la question de pouvoir en politique a pris un tour totalement nouveau à partir des Lumières, et bien sûr à partir du début du XIXe siècle, après la Révolution française, quand le pouvoir non seulement était reconnu comme une nécessité, certes, mais surtout était reconnu dans sa capacité potentiellement négative. La sentence de Montesquieu est connue, le pouvoir nuit absolu nuit absolument. Donc c'est cette réflexion nouvelle qui s'instaure, où le pouvoir a pu être parfois contesté, évidemment, sous l'Ancien Régime, dans les différents pays, par des jacqueries, par des révoltes, mais où l'idée de pouvoir était incontestable. Désormais, certes, la notion de pouvoir n'est pas remise en cause. On sait que l'État qui se construit au détour du XVe et du XVIe siècle, qui prend sa définition moderne, mais on sait que cet État est une nécessité, est une réalité. Et un État ne peut pas, c'est encore la conviction à ce moment-là, ne peut pas être gouverné, être dirigé sans un pouvoir qui en est investi. C'est l'idée
de l'État c'est moi, même si Louis XIV n'a sans doute jamais prononcé cette phrase célèbre. Il n'empêche qu'avec Montesquieu en particulier, la réflexion sur le pouvoir est élargie, elle prend une nouvelle dimension, on peut apprécier le pouvoir, on peut le reconnaître, mais il faut surtout l'admettre comme une nuisance potentielle et dès lors le limiter. C'est dans ce cadre-là que naîtra l'idée de séparation des pouvoirs que théoriseront aussi d'autres personnes à son époque, notamment le Genevois Jean-Jacques Burlamaqui, qui influencera directement les réflexions sur la Constitution américaine. Donc, avec cette nouvelle idée de l'État et du pouvoir surtout sur l'État, on admet que sa nécessité peut à tout le moins être discutée, voire remise en cause, et que la peur de ce pouvoir, elle, prend une place de plus en plus importante dans la direction. On doit même avoir peur du pouvoir. Il faut avoir peur, la peur du pouvoir est une notion constructive désormais, et que le pouvoir doit se mesurer et s'organiser en fonction de la peur qu'il risque de provoquer. Alors, on n'a pas bien entendu évoqué tous les courants d'idées, toutes les philosophies politiques qui vont émerger dans les dédales de la Révolution française et après, pour analyser pour chacun l'idée du pouvoir qu'il se fait. Ceci nous entraînerait évidemment trop loin. Mais il y a un groupe de pensées qui vont s'organiser, s'articuler sur cette vision, comment gérer le pouvoir. La Révolution française a aboli le pouvoir absolu, tel qu'hérité de l'Ancien Régime, mais a-t-il pour autant donné naissance, créé une forme de pouvoir à laquelle tout le monde peut se rallier? La réponse est évidemment non. D'abord par la dérive de l'idéal révolutionnaire dans la terreur, cette terreur sanguinaire qui va largement traumatiser penseurs et populations au début du XIXe siècle, et apparaîtra dès lors la volonté de répondre à cette question, comment organiser le pouvoir sans tomber et de préserver les idéaux issus de la Révolution sans tomber dans les dérives sanguinaires de la terreur, surtout que la prise de pouvoir par Bonaparte, ensuite l'empereur Napoléon, ne va évidemment pas rassurer sur ce destin du pouvoir et de la conduite de l'État. Est-ce que les idéaux révolutionnaires doivent forcément tomber ou dans le sang, ou bien alors dans le retour d'une forme de pouvoir absolu, quand bien même, on en parle beaucoup ces temps avec l'anniversaire de la mort de Napoléon, sur l'héritage, sur l'usage et la prétention de Napoléon à avoir voulu poursuivre et compléter au besoin les idéaux révolutionnaires. Le débat est vaste actuellement si Napoléon était, oui ou non, un véritable héritier de la Révolution, ou plutôt son fossoyeur. Mais un courant de pensée est extrêmement intéressant par rapport à cette notion de pouvoir, d'autorité de l'État, c'est le courant anarchiste, qui va proposer une idée totalement nouvelle, c'est que l'idée de pouvoir n'est pas nécessaire. Non seulement la nécessité, comme je disais, doit être discutée dans le sillage de ce que suggérait Montesquieu, mais en réalité, toute autorité est inutile, tout pouvoir est inutile, tout État peut être aboli. La société doit et peut, si on lui laisse les moyens, s'organiser elle-même de façon spontanée, donnant libre cours à la liberté individuelle qui doit dominer et effacer toute idée de verticalité du pouvoir, toute idée d'autorité, toute idée de l'État. Parmi les pré-socialistes, ces socialistes utopistes, comme les appellera charitablement Marx, jamais en mal de dénigrer ses adversaires politiques, Saint-Simon, considéré comme un pré-anarchiste quelque part, proposait, et ce sera repris par Proudhon par la suite, qu'il fallait substituer au gouvernement des personnes l'administration des choses. Donc le pouvoir doit être réellement horizontalisé, doit être dilué. Il n'y a plus de pouvoir de quelqu'un sur d'autres. Le pouvoir est partagé dans une idée de pure administration.
Et cette idée sera reprise par l'ensemble de la pensée anarchiste, et notamment par Bakounine, qui s'opposera vigoureusement aux idées de Marx, qui lui, justement, Marx disait, la révolution prolétarienne ne pourra venir que par la violence au besoin, par une dictature du prolétariat, donc par une prise du pouvoir pur et simple. Bakounine lui rétorquera, certes, la dictature du prolétariat, c'est mieux que la dictature de la bourgeoisie, mais c'est une dictature quand même. Donc, Bakounine évacuait l'hypothèse marxiste d'une violence éventuellement nécessaire pour redonner le pouvoir à ceux qui le mériteraient. Hélas peut-être, ou en tout cas c'est un fait pour le courant anarchiste, qui n'arrivera en réalité jamais à mettre en œuvre les idées très généreuses qu'il avait à l'esprit. L'anarchisme se fracassera toujours dès qu'il sera confronté directement à cette notion de pouvoir, à cette idée, qu'est-ce qu'on fait désormais quand le pouvoir est atteint et acquis? Et les penseurs anarchistes, les gens qui s'en référeront, par les voies artistiques, dévieront tantôt vers le communisme, le retour vers le communisme, à travers le sas anarcho-communiste de Kropotkin, ou bien alors vers l'extrême droite et le fascisme, comme il y aura plusieurs cas, notamment dans les milieux artistiques, en Espagne ou en Italie. Donc, l'idée que l'idée de pouvoir pouvait être absent semble déboucher sur une impasse. J'y reviendrai cependant avec un auteur qui va s'inspirer directement de ces thèses-là dans les années 60-70. Mais avant, il y a l'autre option, la plus vaste, la plus large, celle qui va finir par s'imposer dans tous les champs politiques, le courant du libéralisme au sens large du terme, bien entendu, qui va s'inspirer des Lumières, qui va reprendre cette idée de contrôle du pouvoir. C'est Benjamin Constant, c'est Germaine de Staël qui vont évidemment dire oui à Montesquieu. Il faut contrôler le pouvoir, il faut le maîtriser, il faut limiter l'État, il ne faut pas le renier, parce qu'eux-mêmes ne se sentent en rien attirés par les thèses anarchistes, mais ou pré-anarchistes pour eux. Donc l'État est reconnu dans sa nécessité, mais son pouvoir doit être au maximum contrôlé. On reprend bien sûr l'idée de séparation des pouvoirs, d'équilibrage par le biais d'une distribution des pouvoirs, qui est parfois un terme plus adéquat que celui de séparation des pouvoirs. Il n'y a jamais de séparation brute des pouvoirs, tous les penseurs l'admettront. Mais il n'y a pas que cela, l'idée de constitution elle-même, elle doit ancrer dans le marbre, si on veut, toutes les idées de liberté, l'égalité devant la loi, les libertés de culte, de conscience, la liberté d'association, etc., etc. Toutes ces libertés doivent être inscrites dans la Constitution pour être protégées contre les éventuels abus de pouvoir, ces fameux abus qui étaient devenus un élément de combat en soi sous l'époque des Lumières. Et aussi cette notion de distance, cette idée de distance entre sphère privée et sphère publique, entre l'individu voué à ses activités personnelles et l'État qu'il faut éloigner de l'action individuelle et le tenir sous contrôle. Et puis donc, ces idées libérales vont en gros dresser le cadre dans lequel va évoluer l'État libéral, social, puis démocratique au cours du XIXe siècle, puis bien sûr au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec le système d'État libéral, social, providentiel, si on veut, créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, d'une part pour détourner les populations de toute tentation et séduction totalitaire, et pour redresser un cadre à la fois de liberté, d'égalité, de solidarité également, mis en place sur le plan institutionnel. Mais l'État et le pouvoir restent évidemment l'enjeu de vastes combats, le vaste combat de la démocratie. C'est à travers elle que le pouvoir est attribué aux uns ou aux autres. Désormais, le pouvoir répond à plusieurs critères, le dévouement, l'engagement patriotique, démocratique, le devoir civique. Toutes ces tendances-là sont indiscutables, elles meuvent toutes ceux, après, par la suite, toutes celles qui aspirent à des fonctions de pouvoir,
dans un cadre de prestige malgré tout. Être à la tête de l'État est prestigieux, est reconnu. Évidemment, ça n'empêchera jamais les abus de pouvoir, ne serait-ce que par la corruption, mais ceci nous entraînerait aussi trop loin. La situation est réelle, le pouvoir honore longtemps, et ce sera encore le cas durant quelques décennies. Mais et c'est là-dessus que je vais appesantir un peu plus longtemps, arrivent les années 60, qui vont redistribuer totalement les cartes de la notion de pouvoir. Un des premiers à avoir abordé cette question frontalement, c'est l'ethnologue Pierre Clastres, qui avait cru repérer chez les Guaranis, la tribu amazonienne du Paraguay, la capacité de gérer une collectivité sans État, donc sans administration, et à certains égards sans pouvoir. Alors, en creusant ces thèses, on remarquait qu'en effet, il y avait toujours un pouvoir quelque part qui permettait à quelqu'un de focaliser sur lui l'idée de référence. Qu'est-ce que la communauté? À un moment donné, la communauté se réfère à quelque chose, à quelqu'un. Alors, ça peut être un ancien, ou en tout cas par le pouvoir de la parole, des cadeaux, pouvait quand même agréger autour de lui une certaine forme de confiance, de considération qui le mettait un peu en avant et qui pouvait permettre de régler des problèmes en cas de besoin. Il n'empêche que les idées nouvelles qui émergent dans le sillage des années 60 et 70 vont remodeler totalement l'idée de pouvoir, d'autorité et d'État. L'État des années 60 est largement considéré comme une réplique malheureuse des formes d'autorité de pouvoir héritées depuis tout temps, y compris de la période d'avant-guerre. Il s'agit donc de démolir cet État jugé oppresseur, autoritaire, en tout cas anti-liberté. Et on oppose cette idée d'autorité à une idée de liberté individuelle qui est revendiquée dans une certaine absoluité. C'est la liberté d'esprit, la liberté du corps aussi, la liberté sexuelle et la liberté contre toute forme d'autorité. Et ça va déclencher une série de mouvements hautement salutaires qui devaient être emmanchés concernant le colonialisme, le féminisme, à certains égards l'écologisme qui germe dans cette période-là. C'est l'époque de Foucault, puis de Bourdieu. Le pouvoir se glisse partout. Il faut éradiquer fondamentalement toute idée de domination. Il ne peut pas y avoir une liberté, une forme de liberté réelle si subsiste d'une façon ou d'une autre un rapport de domination. Alors évidemment, toute l'idée de pouvoir, toute l'idée d'autorité est balayée. Il faut recommencer à zéro. Comment dès lors organiser la société sans État, sans autorité, sans pouvoir? Alors moi j'ai appelé cette période-là souvent dans d'autres ouvrages que j'ai écrit une période néo-anarchiste où on puise directement dans l'utopie anarchiste d'une société capable de se gérer elle-même. C'est toute l'ère de l'autogestion qui sera largement théorisée et vécue en France, y compris sur le plan économique. C'est l'idée d'une prise en main de la société par elle-même, en quelque sorte. Et tous les courants 68 vont plus ou moins tourner autour de ces idées-là, certains se proclamant réellement d'une forme de néo-anarchisme, ou d'autres vont créer des mélanges entre maoïsme et néo-communisme parsemés de freudisme qu'il s'agit d'intégrer plus ou moins dans ces nouvelles gauches. Ce sera le nom un peu général que l'on donnera à tous ces mouvements qui vont tenter de repenser le fonctionnement de la société humaine en dehors des canaux organisationnels et institutionnels classiques jugés obsolètes. Le problème, dans une certaine mesure, c'est que cette liberté hautement revendiquée dans les années 60-70 va déboucher sur des formes, je dirais, d'organisation autour de la liberté. Alors, cette liberté qui conteste l'État. C'est à partir de ces années-là que tout ce qui incarne une forme d'autorité réelle ou morale
sont disqualifiés. Les partis politiques commencent un déclin de réputation. Le Parlement lui-même, c'est là qu'émerge l'idée des quotas, qui réapparaîtra sous d'autres formes par la suite, l'idée que le Parlement lui-même ne peut pas avoir autorité à se présenter comme l'incarnation, entre guillemets, de la population, du peuple. L'Église elle-même a aussi traversé des périodes extrêmement difficiles. Tout ce qui incarne cette verticalité du pouvoir est jugé dépassé, est jugé surtout nuisible et hostile à l'épanouissement d'une vraie liberté. Alors c'est la liberté de la nouvelle gauche, mais cette idée de liberté va aussi irriguer d'autres courants de pensée qui vont prendre le relais dans les années 80 et 90. C'est que, oui, à cette liberté nouvelle inventée par les années 60 et 70, et dès lors toute la population et tous les courants de pensée politique vont être, je dirais, influencés de près ou de loin par ces idées, entre guillemets, 68ardes. Elles vont irradier très largement, et même aujourd'hui, aucun parti politique, de droite ou de gauche, n'a pas admis jusqu'à un certain point l'ensemble de ces idées qui repensent la notion de liberté, mais vont aussi s'être influencées par une autre forme de liberté, qu'incarnent justement les années 80 et 90, c'est que cette liberté du corps, de l'esprit du peuple par rapport à l'oppression, il y a aussi la liberté économique qu'il ne faut pas oublier. Et cette forme de néoliberté économique va déboucher sur ce qu'on appelle, à tort ou raison, le néolibéralisme, qui s'inspire souvent, à travers le courant libertarien américain, aussi à une forme d'anarchisme théorisé à la fin du XIXe siècle, l'anarcho-capitalisme. Enfin, cette digression pour montrer que ce débat sur la liberté, qui est omniprésent aujourd'hui, et je vais y revenir pour cette dernière partie de mon exposé, cette vision de la liberté est omniprésente, mais ratisse sur un champ extrêmement large. Il n'y a pas qu'une forme d'expression de la liberté contre l'oppression, cette liberté nouvelle irradie très largement. Le philosophe belge Alain Hérali a bien condensé cette réflexion en disant que l'État était dépositaire du pouvoir sous un contrôle démocratique. C'est cette forme qui s'est construite peu à peu à travers une multitude de combats politiques, évidemment, au cours du XIXe siècle, et qui avait trouvé cette forme que l'on pouvait largement considérer comme aboutie, cet État libéral, social, providentiel, construit à partir des années 1945, et qui avait accompagné la période des 30 glorieuses de croissance continue de l'économie jusqu'aux crises économiques des années 70, qui avaient accompagné les crises plus morales, culturelles et philosophiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais, donc, à partir des années 70, cet État dépositaire du pouvoir sous contrôle démocratique voit ses fondements sapés et son autorité sapée. Et c'est ce décrochage qui, évidemment, va poser de nouveaux problèmes dans cette organisation du pouvoir, dans cette gestion du pouvoir et sur la conduite de l'État en définitive. Parce que les 70 ne vont pas éliminer l'État. Elles vont vouloir subordonner l'État à la société, en quelque sorte, qui aurait appris à se gérer autrement par elle-même dans cet idéal anarchisant. Alors, de nouveau, je vous l'ai dit, tous les courants politiques ont été influencés par les idées de ces années-là, et nous-mêmes, nos vies personnelles ont été largement aussi influencées, et en général dans le bon sens. Donc cette idée de reconsidérer, de revisiter cette notion d'autorité qui se dégagerait de façon presque immanente de l'idée d'État est une bonne chose, mais elle va revisiter également cette tension entre nécessité du pouvoir et le rejet du pouvoir par peur de lui. En tout cas, elle revisite à nouveau frais. Est-ce que le pouvoir, dès lors, est encore nécessaire? Ou comment doit-il s'exprimer pour ne pas nuire à cette notion de liberté qui doit être absolue? Ainsi, la notion de vérité, avec les guillemets qui s'imposent, mais qui est jointe en général quand l'autorité se prononce, c'est qu'elle manifeste à un moment donné une forme de vérité à laquelle il convient de se rallier pour ne pas créer le désordre dans l'organisation sociale.
Donc se met en place une authentique contradiction, une profonde contradiction, à tout le moins un paradoxe, entre les contraintes qui pèsent sur le pouvoir et son exercice, et la méfiance désormais que le pouvoir manifeste, et cette méfiance aussi qui s'abat sur les institutions, à plus ou moins grande ampleur, évidemment. La Suisse, par ses institutions, échappe dans une large mesure à ce mouvement de défiance, un mouvement de défiance qui s'actionne dans les années 70, qui va prendre progressivement de l'ampleur au gré des crises qui vont jalonner l'histoire récente entre les années 70 et aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'y reviendrai, on est de nouveau dans une période de grande méfiance, quand on voit la France, l'Allemagne, à l'égard du pouvoir. Alors, comment concilier ou réconcilier, dans la mesure du possible, cette idée de pouvoir que personne ne veut évacuer, mais que l'on veut désormais non seulement limiter, mais le plus loin possible, et puis cette nécessité d'un État quand même qui est là, et on le voit bien avec la crise actuelle, vers laquelle on se tourne dès qu'il y a des problèmes. Alors comment gouverner l'État sans pouvoir? Peut-on faire de la politique sans politique? C'est un peu les grands enjeux d'aujourd'hui, et ils prennent naissance dans ces années-là, avant alors de prendre de la grandeur, de s'élargir de plus en plus au fil des années, notamment au gré des grandes crises, des grandes mutations. En 89, la chute du mur de Berlin, qui repose évidemment tout le cadre général de l'après-guerre, avec la chute du communisme soviétique, et puis les crises ultérieures, les 2000, entre la mondialisation, qu'on croit être la réponse à tous les problèmes renforcés par l'essor technologique. On croit qu'une période d'euphorie apparaît et on croit pouvoir résoudre les problèmes ainsi, jusqu'à la crise de 2007-2008, qui est à la fois une crise du capitalisme pratiqué à cette époque et une crise de la mondialisation, une crise des échanges absolus, une crise nouvelle qui, à mon avis, est encore plus importante et qui a laissé plus de traces entre l'État que la crise actuelle. Et donc, dans ce cadre-là, de nouveau, vont se remanifester de nouvelles interrogations, mais héritées déjà de la grande cassure des années 70 sur ce pouvoir, sur les équilibres qui ont été construits à partir des années 90 et qui, apparemment, n'ont pas suffi, n'ont pas fonctionné comme prévu, n'ont pas empêché de nouvelles crises gravissimes. Et c'est ces nouveaux débats, par des nouveaux courants, des nouveaux mouvements sociaux, comme on les appelle, qui vont repenser la démocratie, la politique, le pouvoir, avec toujours des réponses aléatoires, car le politique est toujours aléatoire. Alors, un État qui est de plus en plus sollicité pour résoudre et répondre aux besoins et aux problèmes hérités de la modernité, et en même temps, une nécessité, une volonté de limiter au maximum le pouvoir. Et ces contradictions vont se multiplier. Pierre Rosanvallon en a mis une, par exemple, une en exergue, par rapport à l'incarnation du pouvoir. Le pouvoir s'incarne, mais on rejette cette idée d'incarnation. Et on veut la remplacer par une idée de transparence absolue. Alors lui, il qualifie, c'est ce besoin de transparence qui pourrait justifier une conférence à elle toute seule. D'ailleurs, c'est une notion extrêmement complexe qui fait aussi appel à une multitude d'approches possibles. Alors pour lui, ce besoin de transparence, cette nécessité de transparence infligée aux détenteurs du pouvoir aujourd'hui n'est que la conséquence de l'extension des pouvoirs reçus par les exécutifs depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Et on retrouve cette logique. D'un côté, on renforce l'État de nouvelles compétences, mais on ne sait plus comment gérer ce pouvoir nouveau apporté à ceux qui dirigent l'État. Alors, est-ce que la transparence, c'est la seule solution? Ceci est encore un vaste débat, mais ça pose bien ce problème. Est-ce que la transparence n'est pas aussi un problème en soi? Est-ce que la transparence, par contre-coup, ne soulève pas une nouvelle série de problèmes qui risquent, à la fin, possiblement, de rendre le pouvoir impossible? Si tout le monde est surveillé dans ses moindres recoins à chaque instant de sa vie politique comme détenteur de pouvoir, est-ce qu'on peut encore gouverner, agir, proposer? C'est une des questions, à mon avis, extrêmement importante aujourd'hui. Et on le voit également avec cette multitude de mouvements qui prônent l'égalité, qui refusent, pour des raisons morales évidemment évidentes, toute idée de domination, mais comment concilier l'idée de pouvoir qui, à un moment ou à un autre,
est dans un pouvoir de domination, de verticalité, malgré tout, avec la volonté très présente aujourd'hui, déjà il y a quelques décennies, mais qui n'a cessé de prendre de l'ampleur, évidemment, après, qui prend une dimension extraordinaire avec tous ces courants liés à MeToo et compagnie. Donc une allergie à l'inégalité qui n'a jamais été aussi grande, que Tocqueville d'ailleurs avait déjà repéré dans les années 1830-1840 comme une des caractéristiques possibles de la démocratie poussée à un degré extrême, mais il n'empêche aujourd'hui, on voit bien cette allergie à toute forme d'inégalité, comment le pouvoir est possible aujourd'hui, et d'incarnation, de personnalisation du pouvoir, qui est fui en même temps. On fuit ces dimensions en se cachant derrière des structures impersonnelles. Alors ça débouche aussi sur des réflexions très fécondes sur l'extension de la démocratie, mais aussi par contre-coup, comment peut-on encore respecter le pouvoir, et en plus quand s'y ajoutent les réseaux sociaux. On aboutit donc à une fragmentation avec cette confiance dans les institutions qui décline. Alors comment aimer dans ces conditions, comment être encore passionné par le pouvoir et comment le mettre en forme et comment agir malgré tout, alors qu'on le demande par d'autres chemins, même si frontalement on ne veut plus en entendre parler. Alors est-ce que le pouvoir désormais est réservé à de dangereux psychopathes parce qu'il faut être fou pour accepter l'idée de pouvoir? Ceci, je ne le crois pas malgré tout, même si c'est souvent fréquent, ceux qui aiment le pouvoir ne vont plus forcément le chercher en politique, où les coûts sont trop nombreux, mais cherchent à l'accaparer dans d'autres secteurs économiques ou autres. En tous les cas, le prestige du pouvoir n'a jamais été aussi bas, le pouvoir n'a jamais été aussi contesté et parfois conspué. Et ceux qui se lancent quand même, c'est plus, je pense, non pas la passion du pouvoir forcément, mais la passion de la politique, qui les pousse quand même à prendre le risque de se lancer. C'est pour ça que je dois un respect pour ceux qui s'engagent dans ces tâches-là, quelle que soit leur provenance politique, avec un certain goût des responsabilités, peut-être, un certain goût de construire, d'ambition. On revient à cette définition de base de la Murat qui n'est pas si fausse à certains égards, jusqu'à ce que peut-être les neurosciences nous découvrent un gène dans l'être humain qui prédisposerait X ou Y, monsieur X ou madame Y, à être par nature forcé, poussé presque à agir dans le sens de l'accaparement du pouvoir et l'action dans ce domaine-là. Ceci est encore un autre et vaste débat qui remet en cause le libre arbitre individuel, mais ça on laisse ça pour une autre fois. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que, et ça va empirer, peut-être avec des conséquences sur lesquelles on pourra peut-être entrer en matière dans la discussion, c'est que le pouvoir, par tous les axes, par tous les bouts, si vous passez l'expression qu'on aborde, le pouvoir est solitaire. C'est peut-être ce qui fascine certains, ce qui effraie d'autres, ce qui passionne peut-être aussi certains, mais là, c'est la solitude du pouvoir. Certains parlent de la mélancolie du pouvoir aussi. Ce n'est pas faux, l'image est jolie, car le pouvoir est aussi une source de frustration. Et on le voit, hein, on croit qu'on va pouvoir tout changer. Il n'y a jamais autant de candidats aux élections pour les Lausanne, c'est assez flagrant récemment. On croit pouvoir tout changer, mais la frustration est inévitable, parce que justement, et surtout aujourd'hui, alors que la pression sur le pouvoir est intense, en même temps que les demandes envers l'État ou les collectivités publiques, et donc le pouvoir, sont de plus en plus grandes. Et cette notion de solitude du pouvoir, elle est totale. Et c'est une réalité qui traverse les âges. Et même dans un système collégial, comme le connaît la Suisse, la personne qui, à un moment donné, est détentrice d'un pouvoir, se trouve seule. Il a beau s'encourager, certains tombent dans ce vice parfois de s'entourer d'une multitude de conseillers. À la fin, la décision incombe à une seule personne, de nouveau, même dans des organes collégiaux. Et ça, des séries, notamment la série Borgen, cette série danoise sur le politique, le montre avec une remarquable finesse. Avec tous les enjeux démocratiques modernes, on voit bien qu'à pour finir, Birgit Nyberg est seule. Elle va gérer sa vie privée, sa vie personnelle, gérer le pouvoir, gérer les relations avec tous les acteurs du jeu politique. Et donc, ce sera ma conclusion. On voit bien qu'en définitive, cette notion de pouvoir a extraordinairement muté à travers les siècles, et en particulier
ces dernières décennies et pose des problèmes considérables que j'ai évoqués dans cette contradiction possible entre le besoin d'autorité et la volonté de limiter au maximum la notion de pouvoir. Je ne pense pas que c'est incompatible, que c'est impossible de lier les deux, mais les questions vont être de plus en plus nombreuses et je pense que c'est un des enjeux majeurs de ces prochaines décennies et un enjeu que peut-être la crise sanitaire va, je dirais, diffracter en montrant bien cette crainte de l'autorité et en même temps la volonté d'en avoir une quand même. Je pense que cette notion de pouvoir, malgré les efforts répétés pour les limiter au maximum, vont encore hanter longtemps le débat, mais c'est inhérent à la politique qui, elle, ne disparaîtra jamais. Je vous remercie de votre attention.